commençons aujourd'hui, victimes de notre succès, avec le regroupement de maisons de femmes victimes de violences conjugales qui va vous présenter notamment son projet Milieu de travail allié contre la violence conjugale, tout en vous donnant toute une série d'outils, de définitions, de pratiques en lien avec l'intervention. Euh, donc, au vu du nombre de personnes, la présentation va durer à peu près jusqu'à 12h45. On se réserve une petite période de questions à la fin. Mais c'est ça, comme on est très nombreux, les questions, en fait, on ne va pas pouvoir malheureusement prendre de questions à l'oral. Vous pourrez poser vos questions dans le chat. Et si votre question n'a pas été prise, à la fin de la présentation, nos deux personnes ressources, nos deux panélistes vont laisser leurs coordonnées, leur courriel. Donc, il y aura également possibilité de leur poser des questions. Voilà, ça fait un petit peu tout de mon côté. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Mauricio, qui va vous introduire nos deux panélistes. Puis, je vous souhaite une excellente session. Bonjour tout le monde. On est très content de vous recevoir aujourd'hui. Donc, pour cette séance, on a la participation d'Arina Grigorescu et d'Audrey Gagné-Breton. Donc, Arina ouvre le regroupement de maisons pour femmes victimes de violences conjugales, où elle a coordonné de 2021 à 2024 le programme Milieu de travail allié contre la violence conjugale. Elle est aujourd'hui responsable du volet ciblé de ces programmes, axé sur le soutien aux femmes migrantes victimes de violences conjugales en milieu de travail. On a aussi Audrey Gagné-Breton. Elle est diplômée de maîtrise en droit international et elle a ouvert comme volontaire en Tanzanie et en Honduras dans des organisations de défense des droits des femmes. En tant qu'avocate spécialisée en droit de l'immigration, en droit humain et en violence basée sur les genres, elle a eu l'opportunité de mieux comprendre les défis et besoins spécifiques des femmes migrantes victimes de violences conjugales qu'elle a accompagnées. Donc, maintenant, je vous donne la parole, Alina et Audrey. Merci. Un immense merci. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais partager aussi mon écran. Euh, voilà, donc ça me fait grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, on vous présente dans le cadre de notre projet Milieu de travail allié contre la violence conjugale, mais vous allez voir la présentation d'aujourd'hui, elle est vraiment plus autour de l'intervention puis de l'accompagnement donc des femmes immigrantes qui sont victimes de violences conjugales. On va vous parler à la fin un petit peu de notre projet aussi dans les milieux de travail puis les enjeux qu'on peut rencontrer dans les milieux de travail. Mais en grande partie, la présentation va se concentrer surtout sur les manifestations de contrôle coercitif de violences conjugales qui sont vécues par les femmes immigrantes et des techniques aussi ou des savoir-faire, si on veut, pour pouvoir les accompagner adéquatement. Le regroupement, en fait, nous sommes un réseau qui, je dis nous, mais le regroupement existe depuis 1979, donc ça fait un bout de temps. C'est un réseau qui représente plus de 45 maisons d'aide et d'hébergement réparties sur l'ensemble du territoire québécois. Donc on a en ce moment 46 maisons membres. Notre mission, c'est vraiment de porter la voix des femmes victimes de violences conjugales qui sont hébergées dans nos maisons. Donc on représente les droits et les intérêts des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. Puis on fait ça auprès de différentes instances publiques et gouvernementales. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation aussi auprès de la population, des intervenants sociaux aussi. Donc, autant dans les milieux de travail, mais autant aussi dans le secteur de santé, euh, des services et santé sociaux. Auprès de gouvernements, comme je disais, donc auprès des juristes, par exemple, des avocats, des policiers. Donc, on tente d'outiller ces différents acteurs qui vont rentrer en contact avec les victimes de violences conjugales à mieux les accompagner et les référer aussi vers les bonnes ressources.
Puis c'est sûr que dans notre mandat, on soutient aussi nos maisons membres dans le développement de nouvelles formations aussi et d'outils innovants. Donc, on est toujours en communication et en collaboration avec nos maisons membres. Donc, notre expertise, elle est vraiment basée sur le savoir qui vient directement aussi du terrain. Vous allez voir que lors de la présentation, on utilise un langage genré. Donc, on parle des victimes de violences conjugales comme pour les femmes. Et on va parler des conjoints violents plus comme dire en disant que ce sont des hommes. Et bien sûr, on est très consciente aussi que les hommes peuvent être victimes de violences conjugales. C'est un choix conscient qu'on fait. Évidemment, on représente les droits et les intérêts des femmes aussi, mais on voit aussi dans les statistiques que les femmes sont la grande majorité aussi des victimes de violences conjugales. Donc, quand on parle de violence conjugale, au regroupement, depuis quelques années, on a fait un peu le switch, si on veut, vers le terme contrôle coercitif. Et le contrôle coercitif, c'est pas une nouvelle forme de violence conjugale, ça désigne vraiment l'ensemble des manifestations vécues par une victime de violence conjugale. Donc, on est vraiment dans la représentation d'une série de stratégies qui sont utilisées par le partenaire ou l'ex-partenaire pour isoler, contrôler, terroriser sa victime et la priver de sa liberté. Euh, je vais revenir à ces diapositives, mais le contrôle coercitif nous permet vraiment euh, d'avoir une vision élargie de la violence conjugale parce que pour longtemps, puis vous allez pouvoir le voir aussi dans différents documents aussi qui datent, quand on parle de violence conjugale, on parle de différentes formes. Par exemple, la violence psychologique, la violence physique, la violence sexuelle. Euh, et cette manière de décrire la violence conjugale, catégoriser un petit peu cette violence dans certaines catégories, elle ne nous permettait pas de voir nécessairement le continuum de cette violence, les manifestations qui sont plus subtiles aussi, qui rentrent pas toujours dans ces différentes catégories. Donc, euh, le contrôle coercitif nous permet vraiment de reconnaître l'ensemble des manifestations et des comportements qui se répètent aussi dans le temps. Euh, Puis ça nous permet de voir donc toutes les formes que prend la violence conjugale. Euh, Quand on parle de contrôle coercitif, on peut parler justement des menaces, par exemple. Donc, le conjoint violent peut menacer la victime de partir avec les enfants, de s'en prendre à eux, de lui faire perdre la garde des enfants, par exemple. Il peut la menacer de se tuer, de la tuer ou de nuire à ses proches ou à ses enfants. Donc, des fois, il peut lui dire, ben, si tu me quittes, je vais me tuer ou si tu me quittes, je vais tuer les enfants. Ou appeler aussi menacer d'appeler les autorités, donc dépendamment aussi dans un contexte d'immigration, du statut et autres, d'appeler la DPJ, d'appeler l'immigration, les services sociaux en santé mentale. Donc, on peut voir différents types de manifestations à ce niveau-là. La surveillance aussi, l'interrogatoire, donc demander des messages indiquant où elle se trouve, avec qui elle est, demander de prendre des photos de où elle est, avec qui elle est, des fois demander à sa famille ou à sa communauté de la surveiller. L'isolement aussi que les victimes vivent, donc on peut parler d'un conjoint violent, par exemple, qui l'empêche d'avoir des contacts avec les proches, avec des collègues ou avec des ressources de soutien, de refuser qu'elle aille au travail ou à l'école, de lui interdire d'apprendre la langue, par exemple, du pays d'accueil pour la garder isolée. La violence sexuelle en fait partie aussi, donc on peut voir différentes manifestations à ce niveau-là aussi, mettre de la pression, par exemple, pour avoir des relations sexuelles, la forcer à regarder de la pornographie ou à faire des actes qu'elle n'est pas consentante, contrôler la contraception et les grossesses aussi. Euh, faut avoir aussi le détournement cognitif, ou peut-être vous le connaissez plutôt sous le terme de gaslighting aussi en anglais. Euh, Ici, les violents vont piquer des crises, vont insulter la victime, même l'agresser, puis après vraiment complètement renier l'acte. Donc, on a pu voir des cas ou des témoignages des femmes qui nous disaient même, ben, il m'a frappé, puis le lendemain, quand j'ai eu le bleu, il m'a demandé comment ça tu t'es fait mal, ou qui t'a fait mal là. Donc, c'est complètement de renier l'acte de violence qu'il a fait. Il peut, dans ce contexte-là, lui dire que c'est elle qui imagine des choses, qu'elle imagine des problèmes, tout simplement.
le blâme aussi, donc toujours mettre le blâme sur elle. Ça vous permet donc de voir que c'est vraiment, puis ce sont que quelques exemples des manifestations du contrôle coercitif. Il y en a beaucoup plus aussi. Je vous invite aussi à visiter notre site Internet, contrôlecoercitif.ca. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'outils qui sont disponibles. Puis en fonction aussi de votre rôle. Donc, si vous êtes un intervenant, si vous êtes un employeur, peu importe votre rôle dans l'organisation, vous allez pouvoir trouver aussi des outils qui vous sont destinés aussi sur le site du contrôle coercitif. Donc, ça peut être intéressant d'aller chercher des outils qui vont un petit peu plus en profondeur aussi. Quand on parle de la violence conjugale, donc du contrôle coercitif vécu par les femmes immigrantes, on veut mettre de l'emphase sur ça, pas pour catégoriser évidemment, mais pour mettre sous la lumière le fait que ces femmes vont vivre des manifestations spécifiques. Donc, le conjoint violent va utiliser ce contexte de vulnérabilité euh, pour contrôler davantage la personne victime. Donc, comme je disais tantôt, il peut la menacer de la dénoncer à l'immigration. Il peut l'isoler, la garder vraiment dépendante financièrement. Donc, des fois, on a vu des cas dans lesquels il l'empêche de travailler ou si elle parle pas bien la langue, c'est lui qui va faire, par exemple, son CV et il va s'assurer que dans son CV, il écrit pas toutes ses compétences. Donc, pour être sûr qu'elle pourra pas avoir un bon emploi, par exemple. Il peut la menacer d'envoyer des photos à ses proches dans le pays d'origine, donc des photos compromettantes. Il peut utiliser donc la communauté ou la famille pour lui faire peur, pour la menacer, lui imposer des pratiques religieuses, culturelles ou sexuelles, la faire surveiller par la famille ou par la communauté. Donc si euh, ici, par exemple, ils ont du voisinage, par exemple, de la même communauté, ben, le conjoint violent peut demander, par exemple, au voisin de surveiller les allées et venues de la femme. Il peut lui interdire de fréquenter des personnes d'une autre culture. Il peut utiliser les enfants pour qu'elle reste à la maison, donc en lui disant, tu dois t'occuper des enfants, tu peux pas aller travailler. On a vu des cas dans lesquels il peut en fait contrôler ses papiers d'identité ou d'immigration et ça arrive encore plus souvent lorsque la personne, elle parle pas nécessairement la langue et que c'est le conjoint qui parle mieux la langue qu'elle. Donc, des fois, elle peut avoir aucune connaissance même des papiers qu'elle signe parce qu'elle comprend pas, puis parce que monsieur lui explique pas nécessairement. Il peut lui faire croire aussi que les personnes du pays d'accueil veulent lui nuire. Donc, on a vu des témoignages vraiment incroyable aussi, dans lequel, par exemple, le conjoint violent est arrivé depuis quelque temps ici. Il dit connaître comment les systèmes fonctionnent ici. Donc, quand elle arrive, il va lui faire peur. Il va lui dire que si elle sort de la maison, elle risque d'être arrêtée parce que ses papiers sont pas en ordre. Donc, il peut utiliser toutes sortes de techniques aussi pour la garder vraiment isolée de tout réseau de soutien, en fait. C'est ça, lui faire croire que si elle sort de la maison, elle sera arrêtée, la forcer à signer des documents, comme je disais, qu'elle comprend pas. Dans le cas du travail aussi, on a vu beaucoup de cas dans lesquels il accompagne systématiquement au travail, donc elle peut pas se déplacer sans lui. Ou encore lui dire aussi que si jamais elle décide de partir ou d'aller dans une ressource d'aide avec ses enfants, il peut l'accuser de kidnapping. Puis c'est sûr que dans ces contextes, c'est quelque chose qu'on entend aussi souvent dans les formations. Les gens vont se demander pourquoi, si on vit toutes ces manifestations-là, s'il y a tout ce contrôle et cette violence vécue par une personne, pourquoi cette personne ne quitte pas? Il faut comprendre que la séparation ne met pas toujours fin aux violences. Même des fois, au contraire, ces violences peuvent même s'intensifier et prendre des nouvelles formes. Euh, quand on explique aussi la violence conjugale, il faut comprendre que c'est une prise de contrôle. Donc, on n'explique jamais la violence faite par un partenaire violent comme une perte de contrôle. Il perd pas le contrôle. Au contraire, il veut avoir le contrôle sur sa partenaire. Donc, la séparation peut vouloir dire une perte de contrôle. Et à ce moment-là, ben,
Il faut savoir qu'il y a un grand nombre de féminicides qui se produisent au moment de la séparation, justement parce que le conjoint a perdu ce contrôle. Donc, il faut rester vraiment très vigilante si jamais vous savez qu'une personne que vous accompagnez ou une proche veut se séparer. C'est vraiment, ça peut être le moment le plus dangereux pour les victimes de violences conjugales. Puis on va voir aussi que le conjoint va continuer à menacer sa conjointe même après la séparation. Certaines nous disent que même après 5 ans, 10 ans, elles peuvent en vivre les conséquences. Donc, dans un contexte d'immigration, ben, le conjoint violent peut, encore une fois, la menacer que si elle se sépare, il va la renvoyer dans son pays d'origine. Puis c'est sûr que si, par exemple, on part d'un statut qui dépend, par exemple, le statut de la victime dépend de celui du partenaire. Il peut lui faire toutes sortes de menaces. Il peut lui dire qu'il va faire une plainte à la DPJ, qu'elle va perdre la garde de ses enfants, compromettre son honneur auprès de la famille, auprès de la communauté, retourner toute la communauté contre elle. Certaines femmes vont nous dire, ben, si je le quitte lui, ça veut dire que je quitte toute ma famille, ça veut dire que j'ai plus de contact avec personne. Euh, Prendre ses enfants ou son argent. Il peut refuser le divorce ou la séparation. C'est sûr qu'au Canada, il y a plus de droits, mais il y a encore certains pays dans lesquels c'est seulement l'homme qui décide s'il donne le divorce ou pas. Donc, dans certains cas, on avait un témoignage d'une femme aussi où elle pouvait plus retourner dans son pays d'origine pour voir sa famille parce que monsieur refusait de lui donner le divorce. Donc, si elle retournait dans son pays, elle pouvait plus en ressortir et revenir au Canada. Il peut multiplier ou prolonger les procédures liées à la séparation, l'accuser aussi l'accuser de violence, qu'elle est violente aussi ou d'aliénation parentale, ne pas respecter les ordonnances de non-communication, on en voit beaucoup aussi, ou encore refuser de payer la pension alimentaire. Merci Arina. Donc, bonjour tout le monde, un plaisir d'être avec vous. Donc, si on se penche aux différents obstacles supplémentaires qui peuvent être vécus par les femmes immigrantes lorsqu'elles décident soit de dénoncer une situation de violence, d'aller chercher de l'aide ou encore de quitter cette relation-là, elles vont là avoir des obstacles qui sont spécifiques à elles. Si on pense entre autres au contexte d'immigration en soi, donc qui va impliquer un changement au niveau culturel, institutionnel, juridique, donc ça peut être difficile de se retrouver dans ces différents mécanismes-là, dans ces différentes ressources, de comment les utiliser, de quand elle peut les utiliser. On pense aussi, bien entendu, à la barrière de la langue. Donc, ça peut être la crainte de pas bien être comprise, avoir peur d'avoir de la difficulté à s'exprimer. Puis, on pense souvent, bon, si la personne, par exemple, a pas comme français la langue première, mais pour une personne qui a comme français la langue maternelle aussi, ça peut quand même aussi engendrer des difficultés au niveau du langage qui va être utilisé, au niveau de l'accent. Donc, la barrière linguistique demeure vraiment présente dans plusieurs cas. Le statut migratoire, comme Arina l'a mentionné dans différents exemples, va être extrêmement instrumentalisé par les auteurs de violences. Donc, le statut en fait, la menace de le faire perdre et même de renvoyer dans le pays d'origine, malgré que le conjoint en soi a aucun pouvoir là-dessus, mais il peut être très convaincant là, à l'effet qu'il peut en avoir. Bien entendu, bon, la méconnaissance des droits et des lois, que ce soit par rapport au statut, mais ça peut être aussi tous les droits normaux qu'on a en tant que personne au Canada. Donc, un droit, par exemple, de vivre sans violence, un droit les différents droits que la personne a au travail. Donc, tout type de droits, en fait, qui concerne la personne peuvent être vraiment méconnus. La personne peut aussi avoir peur des différentes institutions, soit parce que ça a été nommé par le conjoint, soit parce que
dans son pays, elle a vécu des expériences qui sont différentes. Par exemple, les endroits où on peut penser que la police soit parfois corrompue. Donc, ça peut être difficile d'aller voir ces ressources-là pour avoir de l'aide. On peut penser aussi que la personne peut avoir peur de la DPJ à cause que, bon, penser qu'elle peut partir, lui enlever les enfants, mais elle peut aussi avoir peur des hôpitaux, par exemple. Elle peut même avoir peur, on a vu des exemples où est-ce que, même au niveau des ressources communautaires, parfois, les personnes immigrantes peuvent avoir certaines réticences ou appréhensions, ne connaissant pas des fois très bien leur rôle, sachant pas s'ils sont affiliés ou pas avec le gouvernement, sachant pas que c'est pas un lieu de répression pour elles. Donc, elle peut avoir peur vraiment d'aller chercher de l'aide au niveau de ces différentes institutions et ressources-là. On pense aussi comme obstacle à la violence économique. Donc, dans un contexte migratoire, si on subit de la violence économique, ça va être difficile d'avoir une indépendance financière et donc de quitter la relation, par exemple, et avoir les moyens de se payer un logement. Donc, ça peut vraiment là, avoir un impact. On pense à toute forme de violence, mais ça peut être autant concret que de prendre ou de gérer tout l'argent du couple, de pas donner accès au compte, de pas donner accès à différentes cartes débit, cartes de crédit. Mais ça peut être plus sournois aussi. On avait des témoignages de femmes qui disaient, ben, chaque fois que je me trouvais un emploi, ben, ils me disaient que c'était pas assez bien payé ou qu'il était trop loin de la maison. Fait que c'est une façon plus sournoise d'empêcher la personne d'avoir son propre emploi, puis de pouvoir acquérir une indépendance financière. Il y a la précarité économique aussi, donc malheureusement, on voit que les femmes immigrantes peuvent vivre beaucoup de discrimination sur le marché du travail, vivent aussi la déqualification, donc c'est le fait d'avoir là, des compétences ou des diplômes plus hauts que le poste qui est occupé. Puis elles peuvent aussi, selon le statut migratoire, là, avoir un droit de travail qui est précaire, donc parfois qui peut tomber à tout moment. Arina donnait des bons exemples aussi au niveau de la communauté, hein. Toutes les pressions qui peuvent être faites, non seulement du conjoint ou de la famille, mais de toute la communauté. Donc, la personne peut avoir peur, s'il y a une séparation, si elle quitte le conjoint violent, vraiment de se ramasser seule, sans réseau, d'être stigmatisée parce que dans certaines cultures, le divorce, c'est vraiment mal vu, par exemple. Donc, vraiment d'être rejetée puis d'avoir plus aucun réseau autour d'elle. On pense aussi au caractère tabou de la violence conjugale, donc le fait que ben, dans certaines cultures, c'est extrêmement tabou de parler de violence, de parler de ses problèmes, que la violence conjugale est encore trop considérée comme une problématique qui est privée, qui ne doit pas être parlée avec les amis, qui ne doit pas être parlée au travail. Donc, ça aussi, c'est un obstacle qu'on peut observer auprès des femmes immigrantes spécifiquement. Maintenant, comment on peut reconnaître, quels sont les indices pour voir si une personne est victime de violence conjugale, puis qu'est-ce qu'on peut observer aussi ou faire attention chez l'auteur de violence euh, pour voir là, justement s'il y a une personne victime. Donc, on a certains indices ici au niveau là, du contrôle coercitif. Puis c'est un peu en penchant avec les exemples qu'Arina vous a donnés des différentes manifestations. C'est-à-dire si on voit que la personne, elle semble isolée, elle semble pas beaucoup sortir de chez elle, pas avoir un gros réseau, pas avoir beaucoup d'amis, pas avoir d'activités personnelles le soir ou la fin de semaine, pas avoir ou pas aller aux activités socio-professionnelles, pas accompagner les enfants lors de leur activité. Si la personne va pas au cours de francisation ou on voit qu'elle parle ni anglais ni français, donc aucune langue qui pourrait l'aider à avoir accès à des ressources ou à discuter avec des personnes du pays d'accueil. Si on voit elle semble avoir peur de parler aussi, peur de se confier, peur de faire confiance aux personnes alentour d'elle. Si on voit qu'en présence du conjoint, elle a de la difficulté à s'exprimer, qu'elle peut peut-être souvent chercher le regard du conjoint comme approbateur pour pouvoir parler, au-delà, bien sûr, de parfois que ça peut être une barrière linguistique, évidemment.
mais ça peut aussi donner un indice là, si on voit qu'on s'adresse par exemple directement à elle, on pose une question, peut-être même parfois dans sa langue, puis c'est tout de suite l'autre personne qui répond à sa place. Si on voit aussi que la personne, ben, elle semble rien connaître de son statut d'immigration, ni le type de statut qu'elle a, ni les droits qui y sont associés, ni par exemple si elle a une demande en cours, mais elle sait pas ça fait combien de temps que ça a été déposé, elle est pas au courant de rien là, par rapport au suivi de cette demande-là. Et qu'en plus, là, comme Marina a donné comme exemple, si elle n'a pas accès à ses papiers d'immigration, à ses papiers d'identité aussi, on peut parler de la carte RAMQ, par exemple, si elle n'a pas de permis de conduire, puis si, par exemple, aussi, elle a manifesté l'intérêt d'avoir un permis de conduire, puis que peut-être le conjoint lui laisse pas avoir cette indépendance-là non plus, ça peut être tout des indices. Ça peut être aussi de voir qu'elle ne semble pas pouvoir utiliser librement un téléphone ou de pouvoir faire des appels. On voit souvent aussi que le conjoint va payer la ligne téléphonique puis va s'en servir pour pouvoir, par exemple, la couper à tout moment. Ça peut être aussi qu'on voit que la personne n'a aucune connaissance des ressources, autant au niveau juridique, communautaire, qui existent là, dans sa région qui peuvent l'accompagner, soit au niveau de l'immigration, mais aussi au niveau de son intégration là, en tant que personne immigrante. Ça peut être aussi de voir si la personne semble pas libre par rapport à ses moyens de contraception, qu'elle semble pas avoir de compte bancaire à son nom, qu'elle n'a pas de carte de débit, qu'elle doit demander de l'argent au conjoint ou faire approuver certaines dépenses, même pour des besoins élémentaires. Puis ça peut être là, finalement d'ignorer l'existence, par exemple, ici on inscrit des allocations familiales qui ne soient pas versées à son nom, mais ça peut être aussi qu'elle ignore l'existence de plusieurs services gouvernementaux. On peut penser à l'assurance emploi, à l'IVAC, au cours de francisation, donc à plusieurs services gouvernementaux auxquels elle pourrait avoir droit, mais qu'elle semble en fait en connaître aucun. Ici, on a certains témoignages donc de femmes immigrantes qui indiquent bon qu'au Canada, il n'avait jamais frappé, mais c'était pas un manque d'envie. Il avait peur en fait que la victime le dénonce à la police, donc il trouvait d'autres tactiques. Il s'en prenait à elle d'une autre façon. Elle dit par exemple, si je m'habillais bien, je me mettais du make-up pour aller au cours de français, il me traitait de pute. Donc on voit ici d'utiliser des façons un peu plus sournoise, si on veut, que la violence physique, de vraiment venir humilier, dénigrer la personne, puis même peut-être lui enlever le goût d'aller à ses cours de francisation. Donc, c'est une forme aussi sournoise d'isolement. Un autre témoignage qui dit, mon mari avait le contrôle total de l'argent. Il m'avait donné une carte débit, donc ça peut être un bon signe, mais il m'avait jamais montré comment m'en servir. Et puis, tout d'un coup, un jour, il lui avait emprunté, puis il lui avait dit qu'il avait supposément perdu. Donc, elle ne pouvait plus l'utiliser. Et un troisième témoignage qui dit, j'ai dû arrêter mon cours de français parce que mon mari était trop jaloux. Donc, il m'appelait toujours pendant les heures de cours pour me demander avec qui je suis et il lui avait interdit là, de travailler ou d'avoir des contacts avec ses camarades hommes. Donc ici, on peut faire même passer la jalousie ou l'amour de la personne de ne pas avoir des contacts avec des collègues masculins d'un autre genre, alors que le but, c'est vraiment d'isoler la personne. Puis on met la question de l'amour, la jalousie ou des collègues de l'autre genre, mais en fait, c'est pas avoir de contact avec personne, pas pouvoir aller à la francisation pour se créer un réseau et peut-être même des amis. Ce qu'on peut observer, puis surtout faire attention au niveau de l'auteur de violence, souvent même, puis surtout quand on pense aux manifestations qui sont plus sournoises, ça peut être extrêmement difficile à voir, autant pour la victime que l'entourage. Donc, en tant qu'entourage, qu'on peut faire attention, on entend souvent dire euh, que que de la famille, ben non, il a donc ben l'air gentil, le conjoint, c'est impossible qu'il fasse ça. Donc, c'est de faire attention parce que, comme Arina disait tout à l'heure, c'est des personnes
qui veulent le contrôle, qui le prennent, qui sont extrêmement manipulatrices et donc qui peuvent tout à fait apparaître en mesure de leurs moyens et être en contrôle, en fait, être calme, être articulé. Et ils peuvent aussi être extrêmement habiles, non seulement à manipuler la victime, mais les différents professionnels, les différentes agences et systèmes. Un Alina, petit- faudrait juste confirmer, il nous reste oui, environ 20 minutes. OK? parfait. Je vais accélérer un petit peu. Donc, rapidement, donc les impacts aussi qu'on peut observer du contrôle coercitif sur les victimes. Donc, vraiment, une perte d'identité. Ici, le témoignage l'expose bien. Je n'existais plus, je ne savais plus ce que j'aimais manger, ce que j'aimais porter. Ça faisait des années que je n'avais pas de rêve et d'aspiration. Donc, c'est vraiment perte de confiance en soi. On pense aussi à avoir peur très souvent, avoir l'impression de marcher sur des œufs. Et bien entendu, on peut avoir le différent impact sur la santé physique, mentale et même des blessures apparentes. Merci beaucoup, Audrey. Donc, on va voir un petit peu les attitudes et savoir-être à privilégier aussi auprès des femmes immigrantes pour offrir un soutien approprié. Euh, c'est sûr que l'approche qu'on vous présente est basée sur l'intersectionnalité que vous avez sûrement entendu parler. C'est un terme qui a été introduit par Kimberly Crenshaw. Et ça désigne vraiment la manière dont différents systèmes en fait d'oppression et de domination, on peut penser au racisme, au sexisme, le classisme, l'agisme, le capacitisme aussi, les discriminations liées à l'orientation sexuelle par exemple, comment ces différentes formes d'oppression en fait s'entrecroisent et s'accumulent. Donc, ces systèmes créent vraiment des rapports d'inégalité qui marginalisent certains groupes tout en accordant des privilèges à d'autres. Donc, c'est sûr que dans un contexte aussi de violence conjugale, ces oppressions multiples vont accentuer la vulnérabilité des victimes. Puis plus que la personne est vulnérable, en fait, en raison des facteurs tels que le statut d'immigration, l'origine ethnique, le revenu, l'âge, l'orientation sexuelle ou le handicap, moins aussi elle est susceptible d'appeler la police ou de demander de l'aide. Donc, c'est vraiment important de garder en tête lors de l'intervention, de l'accompagnement aussi des victimes de violences conjugales. Euh, on va voir qu'il y a différentes préjugés aussi qu'on peut avoir ou auxquels on peut penser ou auxquels on a pu entendu aussi, par exemple, que les femmes immigrantes acceptent la violence à cause de leur culture, qu'elles proviennent des pays où il y a des guerres ou des massacres, alors elles sont habituées à vivre la violence, ou encore que la violence est pire dans les communautés immigrantes. Donc c'est important vraiment euh, quand on intervient ou quand on accompagne une femme immigrante aussi qui est victime de violences conjugales, c'est vraiment important de tenir compte de ces préjugés que même nous-mêmes on peut avoir. Est-ce qu'on a des biais aussi, certaines perceptions justement, quand il est question même de violence conjugale, des fois de l'extérieur, on va se dire, ah ben moi je résisterai jamais, ou ça m'arrivera jamais, ou en tout cas, on peut avoir toutes sortes de perceptions, de visions face à la violence conjugale. Donc, c'est important de rester conscient de ça. Puis même avant d'être dans cet accompagnement, c'est sûr que des fois, par votre rôle, si vous êtes des intervenants, vous allez devoir intervenir en contexte de violence conjugale. Mais c'est important qu'avant l'intervention, vous prenez un temps pour de l'introspection, en fait, afin de vous demander ben, quelles sont vos perceptions et votre compréhension de la situation. Est-ce que vous avez des préjugés sur la violence conjugale ou encore sur les femmes immigrantes ou sur des communautés immigrantes, par exemple? Aussi, est-ce que vous êtes capable de rester neutre même si la personne ne partage pas votre point de vue? Puis en violence conjugale, ça peut être très difficile parce qu'on peut observer des manifestations de violence qui pour nous peuvent être vraiment outrantes, où on se dit, ben non, il faut absolument que tu quittes, ça n'a pas d'allure que tu restes là, puis pourtant la personne va faire le choix de rester. Ou il se peut aussi que vous accompagnez la personne vers une séparation, que vous allez trouver que c'est un succès. Ah, elle s'est séparée, j'ai réussi mon intervention. Puis 2 mois plus tard, ben, elle retourne avec le conjoint violent.
Donc, c'est comme si vous avez moins réussi à ce moment-là. Donc, il faut vraiment se demander si vous êtes capable de rester neutre dans ces contextes parce qu'il se peut qu'il y ait des allers-retours. Il se peut aussi que la victime fasse des choix avec lesquels vous ne serez pas du tout d'accord. Donc, c'est vraiment important de garder aussi cette neutralité dans l'intervention. Puis d'être capable de respecter le rythme de la personne parce que des fois, encore une fois, on voudrait aller plus vite qu'elle, on voudrait lui suggérer ou lui dire que ça serait donc bien mieux que si elle fait les choses d'une telle manière, mais on voit avec certaines victimes que des fois, ça peut prendre de 5 à 6 à 7 fois pour quitter un conjoint violent. Donc, des fois, l'intervention peut s'étirer pour des années. Donc, faut être capable de voir aussi du succès dans les petits pas que la personne peut faire. C'est sûr que des attitudes et savoir-être facilitants, ben, c'est vraiment vous le savez déjà probablement, de prendre le temps d'accueillir la femme, d'être à son écoute, puis de la laisser réfléchir, de la laisser vraiment s'exprimer aussi dans sa langue si c'est possible. Donc, même si elle parle le français, des fois, ça va être plus facile de s'exprimer dans sa langue maternelle. Euh, Si jamais vous pouvez aussi lui proposer, si elle a une autre intervenante, de faire la rencontre avec d'autres intervenants, donc que ça soit une intervenante aussi d'une maison d'aide et d'hébergement ou un psychologue, un travailleur social, intervenante de CAVAC. Donc, ou s'assurer aussi qu'elle peut compter, par exemple, sur un proche de confiance, si c'est possible, c'est pas toujours possible. Adopter une posture de non-jugement et d'accueil, donc sachant que votre cadre culturel peut différer du sien, sachant aussi que vous pouvez avoir des perceptions différentes des siennes. Lui expliquer en fait votre rôle aussi et prendre le temps d'expliquer certaines notions ou démarches. Euh, Lui exposer les différents scénarios qui s'offrent à elle et vérifier aussi toujours sa compréhension des éléments présentés. Euh, Puis c'est important d'être à l'écoute aussi de vos propres limites et celles aussi inhérentes à votre champ d'expertise. Donc, je fais une petite parenthèse ici. Vous pouvez toujours appeler les maisons d'aide et d'hébergement puis les intervenants des maisons pour vous accompagner lors d'une intervention, euh, que ça soit avant ou après l'intervention. Si vous avez des questions, si vous demandez comment vous y prendre, vous pouvez toujours faire appel aussi aux intervenantes. Euh, Être sensible, bien sûr, au langage corporel non verbal, puis être aussi conscient, en fait, du rapport d'autorité qui est induit par vos fonctions. Donc, que vous soyez un employeur, que vous soyez un intervenant, il y a quand même un rapport de pouvoir dans ces dynamiques. Donc, il faut en rester conscient aussi, tout en adaptant aussi un vocabulaire qui est accessible sans infantiliser la personne. Euh, des fois, on va vouloir éviter aussi d'utiliser le mot violence conjugale ou victime de violence conjugale. Les personnes qui vivent cette violence conjugale vont pas toujours s'identifier à ces termes. Donc, des fois, vous pouvez utiliser d'autres termes. Par exemple, ça semble du contrôle pour moi ou euh, essayer de ne pas nécessairement catégoriser ou mettre des étiquettes. On tente de jamais parler contre le conjoint lors d'une intervention. Donc, on va s'axer vraiment sur la victime, puis sur les gestes qui ont été commis. Pour garder une certaine neutralité aussi, on peut utiliser le terme de monsieur et pas le nom du conjoint. On peut se permettre aussi de faire savoir à la femme que la violence est inacceptable et qu'elle a le droit de vivre une vie sans violence, de lui expliquer aussi les droits et les lois qui sont ici. Comme Audrey vous disait aussi, il est fort probable que des fois, elles ne connaissent pas les ressources ou les droits ou les lois qui peuvent la protéger ici, même si elle a des fois un statut précaire. Donc, c'est important de lui donner des outils et des ressources qui peuvent l'informer à ce niveau aussi. Puis c'est sûr que si
En cas d'intervention aussi avec des victimes de violences conjugales, il faut aussi vérifier l'absence de danger imminent. Ça, c'est important de le nommer aussi dans vos interventions, que vous gardez la confidentialité, mais si il y a une menace de mort ou autre, vous êtes tenu de briser cette confidentialité, même sans l'accord de la personne. Donc, c'est vraiment important de prêter une attention particulière à la sécurité de la cliente et de celle de ses enfants. Euh, Avoir conscience aussi que plus d'une personne puisse être impliquée dans la violence au foyer ou dans le voisinage. Donc, est-ce qu'il est question de violence familiale ou est-ce qu'il y a d'autres voisins ou des membres de la famille éloignés qui peuvent contrôler, surveiller aussi la personne? Puis on va voir aussi, ben, est-ce que le conjoint violent a fait des menaces de mort? Est-ce que, il a brisé ses conditions, par exemple, s'il y a une ordonnance de non-communication, s'il poursuit son contrôle ou l'harcèlement en cas de séparation. Donc, vous avez euh, certaines questions aussi, puis on va vous donner des outils à la fin qui pourront vous guider aussi à poser ces questions en cas de violence conjugale, puis voir est-ce qu'il s'agit d'une situation à risque, est-ce qu'il faut appeler la police, est-ce que on appelle plutôt un intervenant de maison pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, ça peut vous outiller à ce niveau-là. Donc, comme vous avez pu voir avec les exemples de différentes manifestations qu'on a nommées, la violence peut vraiment s'infiltrer de différentes façons et dans toutes les sphères de la vie de la personne, incluant au travail. On va donc vous introduire rapidement notre projet Milieu de travail allié. Euh, vraiment, là, la violence conjugale va, on dit s'il s'invite au travail, mais va affecter la santé et sécurité, oui, bien entendu, des employés victimes, mais aussi des collègues de travail potentiellement et de l'employeur ou du milieu de travail. Donc, on a une citation de la CNESST qu'on aime bien aussi qui dit que la violence conjugale va être un risque, donc au niveau de la santé et de la sécurité, qui est présent vraiment dans tous les milieux de travail et ce, sans distinction. Au niveau de la loi, donc, ce qui est un peu ce qui a engendré la création du projet au regroupement, il y a eu une modification en 2021 vraiment pour venir intégrer une obligation pour l'employeur en lien avec la violence conjugale. Donc, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique du travailleur. Donc, dans ce sens-là, il doit assurer la protection de l'employé sur les lieux de travail à différents types de violences, donc physiques ou psychologiques, y compris la violence conjugale. Et il va devoir prendre des mesures là, de protection lorsqu'il sait ou devrait raisonnablement savoir que l'employé est exposé à cette violence. Donc ici, les points importants à retenir sur la portée de cette obligation-là, mais c'est qu'elle s'applique vraiment sur les lieux de travail, donc dans les heures de travail. On peut penser un point important, ça s'applique aussi donc au télétravail. Si la personne doit faire des déplacements dans le cadre de son travail, s'il y a différentes activités socio-professionnelles qui sont organisées par le travail, ça s'appliquerait aussi. On peut même penser jusqu'au party de Noël. Donc, puis sinon, quand on dit, bon, lorsque l'employeur devrait savoir, on peut penser s'il y a eu directement un dévoilement de la part de la personne. Et lorsqu'il devrait raisonnablement savoir, ben, on pourrait penser que ça serait dans les cas où est-ce que l'employeur a remarqué vraiment le différent signe que la personne peut être victime de violences conjugales. Donc, comme on vous disait, bon, au sein du regroupement, on a un programme qui s'appelle Milieu de travail allié qui dure depuis 2021. On a eu 150 entreprises et plus qui ont répondu à l'appel. On a formé plus de 15 000 personnes. On les a sensibilisées donc à la violence conjugale, mais aussi donné des informations sur justement comment ils peuvent reconnaître les signes chez des collègues, chez des employés, comment ils peuvent les supporter, des exemples de mesures de sécurité, de mesures d'accompagnement qui peuvent être proposées au sein des entreprises. Et puis, depuis 2024, en fait, on a bonifié tout notre contenu. Puis, on a aussi ajouté, là, comme on vous a présenté un petit peu aujourd'hui, mais les obstacles spécifiques que peuvent vivre les employés immigrantes. Donc, c'est une nouvelle offre de service qu'on a depuis 2024 qui est gratuite, puis dont on va vous parler là, à la fin, mais qui est gratuite pour tous les milieux de travail québécois jusqu'en mars
2026. Et puis, je vous invite à consulter dans le cadre de ce projet-là, on a créé différents outils. Le code QR ici là, vous mène directement à la consultation en ligne si vous voulez le prendre en photo, mais sinon la présentation va être partagée. Donc, c'est un guide, celui-là, destiné aux employeurs. Donc, il va parler, là, en gros, bon, c'est quoi la violence conjugale, les réalités spécifiques aux femmes immigrantes, qui va donner différentes stratégies pour sensibiliser, former son personnel, faire des politiques internes, par exemple, qui concernent la violence conjugale, et différents outils là, pour mieux reconnaître et accompagner les employés, incluant, comme je disais, des mesures d'accompagnement, des mesures de sécurité. Puis c'est un guide qui est là, gratuit en consultation sur notre site Internet en français et en anglais. Puis on a aussi créé un outil qui est davantage pour les employées migrantes elles-mêmes, mais donc une brochure qui va venir expliquer aux femmes à quoi ça peut ressembler une relation de violence, puis qui est vraiment sous forme de questions pour qu'elles puissent découvrir si dans sa vie, elle vit de la violence, elle vit du contrôle coercitif. Il y a aussi des outils, donc vraiment des exemples de scénarios de protection qu'elle peut appliquer avant, pendant et suivant une situation de violence. Puis un point important aussi, il y a un tableau avec justement les différents services gouvernementaux qui peuvent être accessibles selon le statut, puis une belle liste de références aussi, dont je vous présenterai pas là, mais qui sont vraiment contenues dans les deux outils. Encore une fois, vous avez le code QR, puis cette brochure-là est disponible dans 6 langues, donc français, anglais, espagnol, arabe, hindi et mandarin, encore une fois en consultation gratuite là, sur notre site Internet. Arina, je passerais peut-être, on avait prévu vous présenter les ressources, mais vous pouvez vraiment les retrouver dans nos deux outils. Donc, c'est vraiment des ressources au niveau de la violence conjugale, au niveau juridique, puis au niveau là, de l'intégration des personnes immigrantes. Je vous invite vraiment à aller les consulter, mais on terminerait peut-être là avec la brève présentation de notre offre de service pour laisser après là, place si vous avez des questions. Merci beaucoup Audrey. Donc, tout le projet, en fait, toute l'offre de services, comme Audrey vous disait aussi, dans le cadre de ce nouveau projet Milieu de travail allié contre la violence conjugale, on offre des conférences spécifiques pour les employeurs, les syndicats et responsables des ressources humaines. Donc, on va vraiment, aujourd'hui, vous avez vu juste une petite section à la fin des thèmes qu'on aborde dans la violence conjugale en milieu de travail, mais lors de ces conférences, on va vraiment plus en profondeur pour outiller justement les employeurs, les syndicats, les responsables de RH aussi, puis les comités en santé, sécurité aussi, au cadre légal, à l'évaluation de risques aussi en lien avec la violence conjugale, aux différentes mesures de sécurité, d'accommodement qui peuvent être mises en place aussi dans le milieu de travail. Euh, donc, à des outils préventifs aussi, parce que comme Audrey disait, ben, quand vous devez agir, par exemple, en situation de risque en milieu de travail, c'est mieux d'être outillé et d'être formé avant. Comme ça, vous êtes prêt à bien intervenir. On a des conférences pour l'ensemble du personnel aussi, donc c'est vraiment dans l'objectif de les sensibiliser à la violence conjugale, au contrôle coercitif, mais aussi aux signes que des collègues peuvent être victimes de violences conjugales et si ces signes sont observés, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on offre aussi une formation à l'intention des personnes ressources. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de former des personnes dans l'organisation qui sont un petit peu plus outillées à reconnaître les signes de contrôle coercitif, à comprendre aussi les réalités des femmes immigrantes, puis à développer des compétences pour mettre en place des mesures de sécurité qui sont adaptées et pour soutenir vraiment adéquatement une employée victime. Donc, ça, c'est une formation de 3h30 à peu près dans laquelle il y a des outils, des mises en situation et des discussions. On tente d'outiller aussi la personne à accompagner les victimes de violences conjugales. Puis on offre aussi un accompagnement en milieu de travail. Donc, si jamais vous voulez créer des outils en violence conjugale, vous voulez créer des politiques de travail, on peut aussi vous soutenir euh,
Voilà, donc vous avez notre contact ici, puis le code QR aussi. Sachez que toutes ces conférences et formations sont offertes en ligne aussi pour des groupes mixtes. Donc on peut venir dans votre milieu les offrir, mais on les offre aussi à des dates spécifiques à l'automne. Donc je pense que peut-être Mauricio, quand il vous transférera aussi le PowerPoint, on pourra vous donner les dates, les prochaines dates pour nos prochaines conférences et formations. Et vous pouvez toujours nous écrire aussi. Comme on a un réseau de 46 maisons, on a beaucoup d'intervenantes aussi qui participent au projet, donc ils pourront venir, même si vous êtes dans une région autre que Montréal, pour vous présenter ces conférences et formations. Donc, parfait, je pense que ça vient à la fin. Donc, merci beaucoup, Alina et Audrey, pour la présentation. C'est très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations, surtout qu'on va partager après la présentation et des informations. Sûrement, vous allez avoir des gens qui vont vous contacter. On continue cette série de remédies sur l'accompagnement des personnes migrantes victimes de violence. Donc, je vais vous laisser maintenant quelques commentaires dans le chat, quelques liens. Donc, le premier, c'est le site web de Romy. Donc, vous pouvez aller là. On a des événements. On les affiche là-bas tout le temps. Sur notre chaîne YouTube, vous allez trouver les enregistrements de cette séance, des séances avant et de celles qui viennent dans le futur. On a les liens d'inscription pour notre prochaine séance, qui c'est le 25 septembre. C'est avec le Centre pour les victimes d'agressions sexuelles de Montréal et la ligne financière d'urgence pour les intervenantes travaillant avec des personnes victimes de violences sexuelles. Merci encore à nos deux panélistes pour aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'infos, j'ai appris plein de choses. En fait, je vais repasser à travers toute la présentation, puis à tout le monde, on vous l'envoie aussi, donc vous aurez l'occasion de faire la même chose. Merci aussi à toutes les personnes participantes. On est arrivé à 100, ce qui est notre maximum, et il y avait des gens encore dans la salle d'attente, donc on va réfléchir puis s'organiser pour être capable voir comment on peut ouvrir au maximum de personnes. Désolée aux personnes à qui on n'a pas pu, auxquelles on n'a pas pu répondre aux questions. J'ai remis le courriel si vous avez des questions à adresser en particulier. Voilà, on vous souhaite une belle après-midi. Puis lâchons pas, il y a de la job, comme on dit. Merci beaucoup. Un immense Merci à tout le merci. monde. Bon après-midi. Merci.